Croissance, croissance, croissance revient parmi les tiens. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. Bien ancré dans tous les recoins de nos cerveaux. Ils font partie de cette lame de fond mondiale qui a un objectif commun. Imaginer un autre monde afin de donner un sens à la vie au-delà du tandem travailleur-consommateur. Eh bien, dites donc, notre rendez-vous tombe à pic. Vous vous rappelez du sujet de philo au bac il y a quelques jours? Que gagne-t-on en travaillant? Nous allons parler ce soir de la valeur travail, de l'évolution de notre relation au travail. Moi, je suis en accident de travail actuellement, hein, vous l'avez vu, mais je crois que ça va bien se passer quand même. Sacré sujet, je vous le disais tout à l'heure, là, du bac philo de cette année. Que gagne-t-on en travaillant? Nous sommes tous un peu philosophes et nous vous avons posé la question. Peut-être un moyen de vivre et de s'insérer dans la société et de gagner une vie sociale, ouais. En même temps de gagner sa vie. Il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi l'apprentissage. L'apprentissage de tout ce qu'on peut découvrir en travaillant, le côté social, le côté humain, etc. Voilà, on peut largement épiloguer là-dessus, quoi. Si on a un métier intéressant, en fin de compte, de pouvoir exister. Une sécurité quelque part, je sais pas si on a une famille ou et puis un peu de bonheur, parce que même si l'argent fait pas le bonheur, ça y contribue. On gagne de l'argent, on gagne des emmerdes. Moi, si je pouvais ne pas bosser, profiter de mon épouse et me balader à Lille et aller au Cinoche, ça m'irait très bien. J'aime bien lui. Tiens, Thomas Debours est psychiatre et médecin du travail. Réagissez à ce qu'on vient d'entendre, parce que finalement, c'est vrai, on l'entend au repas de famille, partout avec les collègues. Il n'y a pas que l'AREM qui compte, quoi, hein. C'est ma place, le sens que je donne à mon boulot. Vous confirmez ça? Oui, effectivement. Alors, pour rebondir un peu aussi sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'on parle de travail, mais finalement, la notion de travail, est-ce qu'on met tous la même chose sur ce terme-là? C'est-à-dire, oui, déjà. Quand on entend parler de travail, il s'agit souvent du travail au sens des grandes entreprises, hein, avec des représentations sociales qui sont liées. Le travail, c'est à la base une mesure physique, hein, et donc il n'y a pas de travail qu'au sein des entreprises. Et donc je pense que c'est important de replacer, hein, dans un débat plus philosophique. Quand je fais mon jardin, je travaille. Voilà, exactement. Dans un débat plus philosophique, cette notion-là. Pour rebondir à ce que dit ce monsieur, oui, bien sûr. En même temps, ce qu'on sait, parce que la psychologie sociale a bien étudié la question, ce qu'on sait, c'est que les gens qui ne travaillent pas sont plus stressés que les gens qui travaillent. C'est-à-dire que dans notre société à l'heure actuelle, le fait de travailler est un facteur de protection finalement face au stress et quelque part, on pourrait dire, est un facteur de bien-être. Alors, effectivement, je pense c'est lié à plusieurs choses. La rémunération, bien entendu, mais également ce besoin fondamental de l'homme qui est le besoin de reconnaissance, oui. Le besoin de reconnaissance sociale et de place sociale. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand le pire risque finalement au travail, ça c'est une phrase de Michel Debout, le pire risque au travail, c'est de le perdre. Mais alors, que pensez-vous de ces alternatifs présenté dans le film d'Alain Pitaine? Est-ce qu'il y a une issue assez logique? Bien, moi, ce qui me semble, hein, c'est que déjà, on n'est pas sur les mêmes alternatives en fonction des personnes. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens déjà qui n'étaient pas issus des mêmes milieux de travail, donc oui. Pour qui la notion de travail n'a pas forcément le même sens. Et il y a des gens qui sont dans une logique un peu plus militante, peut-être, face à une philosophie de décroissance. Et il y a des gens, par contre, qui ont fait une reconversion, qui finalement, de salariés, sont devenus entrepreneurs. Et donc, sont toujours dans le travail. Mais simplement, ils ont modifié leur environnement de travail et leur système de travail, et donc leur rapport au travail. Il me semble que ce n'est pas la même chose. D'accord. Oui, Alain, rapidement. Oui, tout simplement.
c'est un peu une évidence de dire qu'en dehors du travail, les gens sont stressés. Évidemment, puisque si on ne travaille pas, il n'y a pas d'espace où on puisse s'émanciper. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le travail est facteur d'émancipation ou d'aliénation? Voilà. Et ces gens-là, sont en rupture par rapport au travail, par rapport au salariat. Là aussi, je pense qu'il faut faire une distinction entre salariat et travail. Oui, tout à fait. Parce que une femme qui s'occupe de son enfant, c'est pas du travail. Or, une nounou qui s'occupe de ce même enfant, ça devient un salaire. Donc il y a travail et salariat. Donc là aussi, il faut faire attention. Chez vous, Meryl Fiber, pyramide des âges élevés, la moitié des salariés plus de 50 ans, c'est ça? Plus de 50 ans. Comment, quand on est sorti comme ça, on pense à l'avenir de son travail quand on a plus de 50 ans? Pour moi, individuellement, déjà, la notion de travail, ça a toujours été quelque chose de très, très important. Et ma vie a toujours été axée sur le travail. J'ai toujours articulé toute ma vie autour du travail. Et c'était l'élément central. Au détriment d'autre chose. C'est vrai que pour beaucoup de salariés qui travaillaient en poste également, qui ont 50 ans maintenant, 30 ans d'activité, leur ont pas permis non plus de s'ouvrir vers autre chose, d'autres activités. Donc c'est toujours au détriment peut-être de l'activité culturelle, de l'activité sportive, etc. Maintenant, comment ces salariés qui ont maintenant plus de 50 ans vont pouvoir se réinsérer différemment si le travail n'est pas là? Ça me semble assez compliqué à entreprendre. Est-ce qu'une minorité... Je pense quand même que certains, un peu plus peut-être avancés dans leur réflexion, vont se lancer sur des choses comme ça. Mais il est vrai quand même que dans la société, si vous n'avez pas un travail, vous êtes aussi quand même quelque part un peu mis de côté, désocialisé. Donc il faut aussi faire attention à ne pas non plus être carrément en dehors du marché du travail. Mais sur le travail, l'accès du travail aux seniors, c'est un phénomène majeur et qui va s'amplifier vu le vieillissement de la population dans les années à venir. Pourtant, ce n'est pas une préoccupation de vos enquêtes. Oui, mais ça l'est devenu, on va dire, sur les derniers mois avec la résonance du décret sur la pénibilité. Il y a eu le décret senior, le décret pénibilité, la prise de conscience. Et je pense que ce qui est en tout cas une tendance profonde, c'est bien sûr, il faut du travail, il faut surtout que les gens aient un projet de vie. Et ce qui ressort de nos enquêtes, et ce qui ressort de certains entretiens qu'on avait beaucoup avec, je pense à la NDRH, Association nationale des directeurs de ressources humaines, c'est qu'il y a aujourd'hui une espèce de recouvrement entre les problématiques du domaine privé et celle du travail. Et on a de plus en plus besoin de constituer ce projet. Il faut quand même dire qu'en entreprise, il y a quand même très peu d'accords de pénibilité qui ont été signés. Et effectivement, les plus de 50 ans, actuellement, sont un peu laissés pour compte dans les entreprises. Oui, bien sûr. Il y a une autre utopie qui accourt, c'est de penser qu'on dépose ses valises au travail et qu'on les reprend en repartant. Il est évident que le travail est une partie intégrante, je dirais, de la personnalité de la personne, le travail ou l'absence de travail, ou le lien au travail en tout cas est important, et que pour confirmer ce que disait Madame, effectivement, les personnes qui ont accès toute leur vie, il y a à peu près 5 facteurs, 5 sphères de vie, on va dire, chez un individu. Les personnes qui ont accès toute leur vie sur la sphère travail sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux enjeux du travail que les autres personnes, finalement. Tiens, ça c'est important, et un truc à retenir pour nos vies, à chacun d'entre nous. C'est récent, ces mouvements de fond qui perturbent ces visions sociétales que nous pouvons avoir. Parmi ceux-ci, les indignés. Alain en a rapidement parlé dans son film. Venus d'Espagne, ils se sont posés dans notre région l'année dernière à Dunkerque et à Lille. Et ils ont porté une parole alternative également. Regardez. Les Indignés, le nom tiré du titre du petit ouvrage du philosophe Stéphane Hessel, a connu un succès fulgurant. Et sur les routes et les places d'Europe, on a vu ces indignés parler, débattre, marcher pour un monde plus juste que la finance internationale n'étranglerait pas. Un monde avec moins d'injustice. Là, il y a tous les plans d'austérité qui arrivent en Europe. On renfloue les banques, on redonne de l'argent aux banques, alors que c'est le peuple qui trinque. Il y a une souffrance qui fait que on se retrouve en marge de la société, on n'arrive pas à y trouver notre place. Il y a des gens de tous les âges, il y a des gens de tous les milieux, il y a des gens qui ont eu un peu toutes les expériences, qui ont tout rencontré. Et ça permet justement de vraiment élargir et diversifier tout ce qui est opinion, moyens de militantisme, moyens d'action.
Près de 2 ans après son lancement, le mouvement s'est essoufflé en Europe et particulièrement en France, où il n'a jamais vraiment convaincu. Un paradoxe, alors que les plans de rigueur s'enchaînent partout et que le mot « indigné » vient de faire son entrée dans le dictionnaire Robert cette année. Une sorte d'honneur posthume. Alain Pitane, vous vouliez réagir sur Thomas de Bourse? Oui, je crois que depuis plus d'une dizaine d'années, il y a une profonde mutation au sein des entreprises. Les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, toutes ces valeurs-là se sont un peu dissipées pour faire... Ah oui. Vous êtes d'accord chez vous, dans votre pratique? Non, lors du conflit, effectivement, ce n'était pas le cas. On était très, très solidaires. Oui, mais là, il y a un ton fort. Mais après, effectivement, ça s'est un peu, comme il dit, dissipé. On peut rester là-dessus. Est-ce que réellement, question à Thomas de Bourse et à Christian Aliès, est-ce que la solidarité, l'entraide sont des phénomènes qui sont en baisse dans les organisations, dans les entreprises? C'est assez variable en fait. L'expérience de terrain retrouve des situations assez variables en fonction des entreprises, en fonction de leur taille, en fonction de leur histoire. Mais globalement, on sait que dans certains cas, il y a des organisations du travail qui ont favorisé justement le délitement des collectifs. Ça, c'est indéniable. Par contre, il y a certains endroits, et j'ai certaines entreprises en tête, pour lesquels le collectif de travail est resté une valeur très forte, prépondérante, et où il y a encore ce pouvoir du collectif qui est un facteur de résilience, un facteur de protection face justement au stress. Christian ? Oui, moi je dirais qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins ouverts au dialogue social et je dirais l'existence de ce dialogue social crée aussi déjà une forme de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une participation des salariés, je dirais, aux décisions de l'entreprise et ça crée déjà une solidarité, d'ailleurs aussi avec la direction aussi. Thomas de Bourse, vous êtes psychiatre, qu'est-ce que vous auriez répondu au sujet du bac, là, que gagne-t-on en travaillant ? on va le noter. Je ne viserai pas la mention aujourd'hui. Que gagne-t-on à travailler en travaillant ? Ce qui est sûr, c'est que le travail, je dirais, est quelque chose d'inéluctable pour l'homme. L'homme et le travail sont indissociables. Après, au sens où vous l'avez précisé tout à l'heure. Je l'avais précisé, effectivement. D'ailleurs, il me semble que dans le film de M. Pirenne, certaines personnes qu'on pourrait considérer comme ne faisant pas partie de la masse salariale de la population active, se considèrent comme étant militants, comme effectuant un travail pour la société. Donc voilà, la notion de travail est complexe. En tout cas, ce qu'on y gagne, je pense il y a un sens, Et une des difficultés également pour les salariés, c'est de ne plus trouver de sens au travail, c'est d'être mis en défaut par rapport à ses valeurs. Mais ce qu'on y gagne, c'est de la reconnaissance, c'est du sens, et c'est aussi quelque part un terrain de jeu qui crée du lien. Et ça, c'est fortement important. Il faut sortir de vos 5 personnages, et ça invite à une réflexion en profondeur sur la société demain et après-demain, et au regard de la consommation, de nourrir la planète, de vivre, et comment on peut s'organiser par rapport à tout ça, sacrés enjeux. Il y a aussi beaucoup de salariés qui vivent de la souffrance au travail. Et c'est vrai que s'en échapper par des moyens comme le carnaval, où on côtoie son patron, son responsable, etc., c'est sympathique, c'est bien. Mais forcément, je pense quand même qu'on ne traite pas quand même de la souffrance au travail dans nos entreprises actuellement. Ouais. Alors, souffrance au travail, ça c'est votre sujet, vous aussi. Et alors effectivement, les risques psychosociaux dans les entreprises, pour moi, ne sont pas encore pris en compte au bon niveau. Vous êtes d'accord ? Ça devait être intégré dans les documents uniques et c'est pas fait. C'est pas fait dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui se désespèrent, qui se sentent laissés pour compte. Oui, alors deux réponses. Bien sûr, en tant que psychiatre dirigeant une consultation de souffrance au travail, bien sûr, il y a de la souffrance au travail. Il y en a beaucoup. Sur la question des risques psychosociaux, alors certains s'y emploient, notamment que ce soit à l'ANACT, avec les ARACT, que ce soit les sociétés privées que je représente ici.
effectivement, et la question, c'est à quel niveau on traite les risques psychosociaux, quel portage on leur donne. Et ça, c'est une des questions fondamentales aujourd'hui. Dans la plupart des grandes entreprises, et là, une fois de plus, je fais remarquer qu'on s'adresse une fois de plus au milieu des grandes entreprises. Oui. La plupart des grandes entreprises, il y a une thématique RH qui prône la prévention des risques psychosociaux, ce qui est une bonne chose. La question, c'est comment on la traite, à quel niveau et avec quel portage. Et au niveau des PME qui constituent quand même 70-75% de l'emploi dans cette région, comment on la repère, la souffrance au travail? Alors, je pense que, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, dans les PME, aujourd'hui se structurent des opérations auxquelles participent des services santé-travail, le réseau des ARACT, en particulier sur la mise en place de réseaux de consultants que l'on forme à la mise en place de modèles déjà qu'ils vont s'approprier pour ensuite être, des vecteurs aussi, de collaboration avec les entreprises pour identifier ces problématiques de risques psychosociaux, en sachant que bien derrière souvent l'appellation RPS, il y a énormément de choses, donc en particulier les problèmes d'organisation du travail, d'analyse des situations de travail qui sont révélatrices. Donc il y a d'abord une identification de, ce qu'on appelle de ces facteurs de risque et qui débouche après sur des... Alors l'avantage une fois qu'on a un accord, pour travailler sur ces thèmes, c'est que ça donne un moyen à la fois à l'employeur et aux salariés de pouvoir converger ensemble vers des résolutions de problèmes. Donc c'est encore, toutes les démarches de prévention doivent être d'abord des démarches participatives. Un dernier point, oui, rapidement, et un dernier point avant de nous quitter. Oui, je pense qu'il y a un mot, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la promotion de la santé. Et également le fait qu'investir sur la promotion de la santé au sein des entreprises, ça peut rapporter. Ce n'est jamais à perte. Merci Monsieur Pitlaine. Merci de votre participation. Tiens, je vous annonce qu'à partir de septembre, nous aurons un rendez-vous avec un documentaire chaque soir sur WEO, votre chaîne régionale, à 22h30. C'est une bonne nouvelle, non? À très bientôt.